Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test du LG OLED C3 que j'ai reçu ici dans sa version 65 pouces avec, vous l'avez peut-être identifié, la barre de son dédiée à ce modèle, mais qui est en fait aussi compatible avec les modèles C2 de l'année dernière, qui est conçu, cette SC9S, pour s'adapter parfaitement à ces téléviseurs, parce que lorsque vous l'achetez, vous recevez un pied qui vous permet de supprimer le pied d'origine du TV pour faire une intégration parfaite comme ça de la barre de son. On va y revenir dans le test, mais tout de suite, on va s'intéresser aux caractéristiques techniques, on va y revenir rapidement, les prix, etc. Allez, c'est parti, on passe au test complet de ce LG OLED C3 dans sa version 65 pouces. Tout d'abord, merci à Jay du labo de Jay. Vous retrouverez le lien vers sa chaîne YouTube en description également de cette vidéo qui m'autorise à utiliser les images de son tournage sur cette fameuse Mustang. Vous irez voir, c'est assez impressionnant. Il y a d'ailleurs plusieurs vidéos qui vous attendent, notamment les coulisses aussi, le fameux making-of de comment cette vidéo a été réalisée, parce qu'il y a captation audio Dolby Atmos, il y a de la création d'une bande audio aussi dédiée à tout cela. Vous avez là le parti Dolby Atmos et c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'en plus, Jay, qui est quand même un spécialiste du genre, revient sur tout le travail qui est fait, notamment sur la partie colorimétrie, sur la partie traitement de l'audio, etc. Et donc forcément, c'est extrêmement intéressant puisqu'il s'est même adonné à des comparaisons avec des moniteurs, avec des téléviseurs et avec des écrans de tablette. Donc vraiment, si vous le souhaitez, allez voir ce que ça donne. Et ce qui me permet d'avoir ici de très belles images tourné en Dolby Vision, c'est du caviar pour ce téléviseur OLED. Le C3 est grosso modo une évolution du C2, un petit peu plus, la révolution entre guillemets technologique pour l'OLED cette année se situe du côté du G3, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous mets des liens en description, notamment avec une comparaison entre le C3 et le G3 qui était organisée dans les locaux de LG France, et les premiers tests semblent effectivement offrir au G3 une réelle performance bien supérieure au modèle actuel dit non MLA, qui ne dispose pas de cette technologie micro-lens array qui booste la luminosité, mais on en revient ici à notre C3 parce que les tarifs du G3 c'est quand même quelque chose, et puis surtout j'espère pouvoir y revenir assez rapidement avec un test, sitôt que LG aura des produits à m'envoyer. Côté caractéristiques techniques, donc c'est vrai que je ne vais pas trop m'attarder parce que, je l'ai dit, le C3 c'est de l'évolution, néanmoins il y a des petites choses qui sont intéressantes parce qu'on a un panneau OLED EX, qui a un impact d'ailleurs sur la partie ergonomie du produit, mais je vais y revenir après. Un panneau OLED EX qui cette année proposerait un petit peu plus de luminosité par rapport à un C2, notamment grâce à une gestion qui est faite tout simplement par le nouveau processeur. C'est un petit peu lui, le chef d'orchestre ici, cette Alpha 9 Gen 6, qui visiblement, grâce à sa fonctionnalité Dynamic Tone Mapping Pro, irait sur des contenus HDR offrir cette luminosité supérieure. Il avait été mentionné à l'époque que par rapport à un C2, on aurait 5000 zones et ici on serait désormais sur 20 000 zones de contrôle, ce qui permettrait d'affiner plus précisément un petit peu l'adressage sur la dalle et ainsi de booster un peu la luminosité. Pour le reste, c'est franchement assez classique, on retrouve donc cette dalle 10 bits, 100 Hz, compatible 120 Hz avec les technologies VRR, Auto Low Latency Mode, FreeSync Premium, G-Sync pour l'aspect gaming, 4 prises HDMI 2.1, 48 gigabits. Il n'y a pas de changement non plus exceptionnel du côté du filtre anti-reflet, donc sachez-le, oui, encore une fois, sur la partie panneau, ça risque de briller pas mal quand même sur ce téléviseur, mais encore une fois, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je vous en ai suffisamment parlé dans les différents tests que j'ai pu faire. Allez, on bascule à la partie ergonomie matérielle qui, là encore, franchement, ça change pas des masses.
avec un téléviseur qui est certes toujours bien conçu, le panneau OLED EX qui permet d'avoir des bordures assez fines. Alors LG avait annoncé qu'on allait avoir un amincissement encore des bordures ici. Déjà l'an dernier on passait de 10 mm à 6 mm. Bon bah moi j'ai mesuré, ça fait toujours à peu près 6 mm, en tout cas ici sur cette version 65 pouces. Le pied d'origine est conservé, c'est un pied central. On a toujours ces problèmes de reflets, mais vous le savez, c'est quelque chose que je pointe régulièrement. Alors là encore, il faut le savoir, dalle OLED, dalle brillante, mais les téléviseurs LCD, eux aussi, ont tendance à devenir de plus en plus brillants, sauf qu'il y a une ressource lumineuse qui est quand même un peu plus conséquente que ce que l'on peut avoir là-dessus. Donc si vous avez des pièces lumineuses, je l'ai suffisamment dit, l'OLED n'est peut-être pas la solution qui vous convient pour regarder vos programmes et vos séries et vos films surtout en journée, sans fermer les rideaux ou sans fermer les stores, j'entends. À l'arrière, donc, le pied central permet de passer quand même la connectivité, c'est plutôt bien fichu, on a deux systèmes d'accroche qui sont banals, hein, c'est vraiment des petites accroches en plastique, mais ça fait le job, ça permet de réaliser un petit peu du câble management, et lorsque l'on a ici eh bien, le produit qui est installé sur le pied, qui est dédié à accueillir la barre de son, eh bien c'est vrai que c'est quand même plutôt bien fichu, si ce n'est à un petit détail près, c'est que certes, eh bien, le TV est bien relevé pour positionner la barre de son en dessous et ainsi garder un accès aux touches qui sont, elles, sur le dessus de la barre de son, sauf que, eh bien, ça crée une espèce de vide d'à peu près 2 cm. Alors là encore, ça permet au son de ce système Dolby Atmos, parce que je rappelle que la barre de son, je ne l'ai pas encore dit, mais c'est quand même un système avec 3 enceintes sur le dessus pour le Dolby Atmos, c'est quand même du 3.1.3, hein, donc on est sur un système de 400 watts, hein, donc 400 watts RMS avec le caisson de basse qui est positionné juste à côté. Du coup, ici, on a cet espace de 2 cm, et bien on se rend bien compte qu'on peut voir ce qui est au travers. Donc il faut un petit peu soigner quand même à l'arrière le câble management pour conserver un truc un peu clean. D'une configuration avec ce pied central que vous connaissez sans doute, hein, ici avec cette partie supérieure qui est en métal, tout le reste c'est du plastique. Ici, un mécanisme de passe-câble, il mesure à peu près donc 47 cm de largeur, ce pied-là. Et bien on passe sur un pied qui est lui bien plus grand pour accueillir la barre de son, ça fait ici 68 cm, ça positionne le bas du téléviseur à 9 cm environ, ce qui laisse donc eh bien ces 7 cm pour la barre de son, mais on a donc 2 cm de dégagement, c'est à savoir. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur la partie ergonomie matérielle, mais c'est vrai que, eh ben, voilà, pied central, pas rotatif, ne serait-ce que d'avoir le pied d'origine rotatif, hein, je rappelle que le pied qui est optionnel sur la série G, puisque c'est une série galerie qui est dédiée à s'accrocher au mur, eh bien on peut acheter un pied optionnel et on peut l'acheter en version pivotante, ce qui permet de tourner de quelques degrés le panneau et donc de lutter contre les fameux potentiels reflets dans certaines situations. Et ça, eh ben, moi je regrette que LG ne le propose pas sur ces séries, série C, série B, les autres modèles OLED, quoi, tout simplement. Pour conclure sur cette partie ergonomie matérielle, hein, je ne m'attarderai pas sur la télécommande, en tout cas pas plus que ça, puisque vous le voyez, là il y a toujours son pointeur, les touches de raccourci en bas, Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, LG Channels et Alexa. Et donc voilà, donc c'est quand même une zapette qu'on connaît bien, avec cette particularité, mais là on est un petit peu entre le mix matériel et logiciel, d'avoir des raccourcis lorsque l'on presse longtemps sur les touches numériques. Là, vous voyez, typiquement, je viens d'appuyer longtemps sur la touche 1 et donc je n'ai rien configuré. Et c'est la possibilité de créer des accès rapides, tout simplement. Ça fait partie des petites choses qui sont très très cool. Alors c'est parti pour la qualité de l'image. Et là, eh bien, j'espère répondre à une demande de beaucoup d'entre vous. C'est vrai que j'essaye d'y penser le plus possible, mais parfois j'oublie, à savoir la diffusion des contenus TNT. Et oui, vous êtes nombreux à me dire, mais alors qu'est-ce que ça vaut ces super téléviseurs avec nos programmes entre guillemets du quotidien? Et donc là, voilà, c'est Arte tout simplement, hein, ici en diffusion. C'est le tuner TNT direct du télé. Hein. Je ne passe pas par une box opérateur, etc. J'ai branché le tuner, le processeur fait le reste sur le traitement du signal TNT sur cette grande dalle 65 pouces et je peux vous dire que c'est quand même très très propre. Mais vous allez voir que, par exemple, si je bascule sur France 5 ou à cette heure-ci, on sait qu'il y a effectivement ces diffusions d'émissions en plateau qui sont extrêmement lumineuses, etc. Je peux vous le dire que là, si j'avais pas verrouillé les réglages de la caméra, eh bien on me verrait moi quasiment plus parce qu'on serait ici carrément surexposé. Regardez, si je baisse un petit peu
pour avoir peut-être un résultat un petit peu plus exact par rapport à ce que je fais. Voilà, ça donnerait à peu près ça. Vous le voyez, une image qui ne manque pas de dynamique, qui est quand même très très contrastée, évidemment, c'est de l'OLED. C'est quand même, voilà, et puis moi j'ai des angles de vision ici qui sont parfaits. Évidemment, j'ai pas de reflet, j'ai pas tous ces problèmes-là, mais dans un cadre idéal, dans la pénombre par exemple, l'OLED, ça assure toujours une certaine forme de magie. Ce boost de luminosité, j'y reviendrai un petit peu plus dans la partie résultat des mesures, parce que vous allez voir qu'il s'accompagne d'une petite dérive. En tout cas, sur la partie traitement du processeur, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de se dire est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien que ce qui a été fait l'an dernier, parce que voilà, il aurait fallu que j'ai par exemple un C2 en test juste à côté de moi, mais c'est propre, c'est très très bien. J'ai pu regarder des choses, notamment sur la boucle de la vidéo, cette fois-ci de Dolby Vision, qui est en Dolby Vision avec un son Dolby Atmos du labo de Jay. Alors c'était visionné depuis une clé USB, sachez-le d'ailleurs que vous pouvez aller sur le site internet du labo de Jay et télécharger sa boucle, qui est vraiment à voir. Et j'avais quelques petites saccades, notamment sur les mouvements de caméra, etc. Donc je lui ai posé des questions sur qu'est-ce qu'il avait utilisé. Et en fait, il m'a dit, bon non, rien de particulier. Et en fait, cette année, on a effectivement un menu cinéma qui propose toujours des réglages avancés. Et je me suis rendu compte que dans la partie clarté, alors sachez-le, hein, la partie clarté, c'est toujours là que LG fait figurer ses traitements d'image liés au bruit et à la fluidité de l'image. Eh bien, je me suis rendu compte cette année que ce petit truc-là, qui est en fait tout simplement la gestion un petit peu du mode de fluidité, que l'on a un mode cinéma originel activé qui est pas mal du tout. Vous le savez, hein, je ne suis pas spécialement très friand de ces surtraitements, mais alors voilà, c'était ces deux réglages-là, entre cinéma originel et mouvement cinématographique, et je trouve que dans le mode cinéma, ça apporte quelque chose pour pas mal de contenus que j'ai pu visionner. Donc si vous avez déjà eu l'occasion d'activer ce genre de choses, dites-nous dans les commentaires, partagez vos retours d'expérience. Mais moi j'ai trouvé que ça apporte le petit truc où parfois on se dit ah, ça manque un petit peu de quelque chose, il y a peut-être des micro-saccades. Et là, voilà, ça fait bien le job. Donc un traitement qui est quand même très cool, c'est une belle qualité d'image. Est-ce que c'est bien meilleur que le C2? J'ai des doutes, je pense qu'on est quand même assez proche. Ça progresse dans cette précision, comme je l'évoquais, notamment dans la gestion des 20 000 zones, etc. Tout ça, c'est des petites choses qui s'améliorent et ça en fait partie aussi. Mais pour tout le reste, regardez, là, on est quand même sur un reportage version nature et c'est beau. Je pense qu'on est sur quelque chose où ça rend bien. Mon point sera toujours de dire attention aux reflets et attention à la ressource lumineuse, parce que même si on peut vous rabâcher les oreilles avec cette fameuse luminosité en pic, quand on annonce 800, 850, 1000, 1400 nits en luminosité en pic, l'OLED derrière a des brides électriques, des brides technologiques, des sécurités qui font que la luminosité s'effondre sitôt que la mire occupe des plus de 40-50%, ça s'effondre considérablement, là où évidemment les téléviseurs LCD, a fortiori à rétroéclairage mini LED, n'auront pas ce problème. Donc faites bien attention. À noter aussi que je vous dis oui c'est beau etc, mais dans les images par exemple que vous devez avoir là de Marco Polo, il y a des scènes sombres qui sont difficiles, c'est très dur, on se dit mais j'y vois pas grand chose, et alors en journée ça sera la catastrophe, vous n'y verrez rien avec les reflets sur l'image. Donc ayez ça en tête, la ressource lumineuse c'est le nerf de la guerre et l'OLED n'est pas réputé pour cela, a fortiori sans cette fameuse technologie MLA. Et c'est en cela que j'ai envie de dire que entre le C2 et le C3, je n'ai pas constaté de réelle grosse évolution là-dessus. Je le dis, il y a des petites choses qui se passent et vous allez le voir dans les résultats des mesures, mais 20% de luminosité en plus entre un C2 et un C3, ça ne représente pas un gap considérable, surtout que on va passer sur la partie résultat des mesures et vous allez voir ce qu'il en est réellement. Donc c'est joli, ça fait c'est dans des contenus comme ça visionnés avec des choses filmées en plein jour, etc. C'est subjugant. La partie processeur reste excellente maintenant, ça s'améliore toujours par des petits détails, des petites améliorations de traitement. Le Dynamic Tone Mapping Pro qui évolue lui aussi un petit peu plus sur la gestion de vos contenus HDR, mais encore une fois, ce n'est pas un gap technologique significatif pour se dire que les séries C constituent des téléviseurs HDR géniaux. Voilà, on a cette limitation toujours technique. Si vous voulez vraiment tirer parti pleinement de vos contenus HDR, il va falloir aller vers du G qui va lui avoir encore un petit peu plus de puissance ou basculer sur des technologies LCD et LCD mini LED. Mais pour beaucoup, je sais que c'est
subjugant dans le résultat et ça progresse. Donc voilà, donc on a ici quand même une image qui dans l'ensemble est quand même réussie. Voilà, on le voit, hein, franchement, le mode filmmaker sur du contenu TNT comme ça, c'est très très propre et surtout les contenus que j'ai pu visionner, Disney+, Netflix, etc. avec encore une fois des contraintes. Alors, je ne vais pas pouvoir mettre d'image ici parce que sinon je sais que c'est le strike assuré. Les scènes sombres de Mandalorian, bon bah voilà, encore une fois, c'est soit on se met dans la pénombre complète, on plisse les yeux et on essaye de voir ce qui se passe dans certaines images, soit eh bien, tout simplement on passe à une autre technologie. Donc voilà, dans l'ensemble, vous avez mon point de vue, en tout cas à l'égard de cette technologie, de cette série C, qui n'est pas la plus lumineuse des OLED évidemment au sein de la gamme LG et de ces téléviseurs, de ces dalles conçues par LG Display et adoptées par différentes marques. Donc vous avez mon retour. À vous maintenant eh bien, de choisir si c'est quelque chose qui sera adapté à votre consommation, à votre cadre d'utilisation. De toute façon, je commence vraiment à identifier un petit peu les échanges que vous avez sur Discord et voir que de toute façon, on a des personnes qui sont friandes et qui sont vraiment demandeuses sur l'OLED, quitte à effectivement faire quelques concessions avec des noirs un petit peu bouchés, etc. De toute façon, si LG Display, en l'occurrence, a travaillé sur le MLA, c'est bel et bien pour corriger quelque chose qui manque au White OLED, le plus classique, j'ai envie de dire. Et si cette technologie évolue avec des dalles Evo, avec des matériaux comme le deutérium, avec des dissipateurs thermiques qui sont là pour apporter un petit boost de luminosité, eh bien c'est bel et bien qu'il leur manque quelque chose par rapport à de la technologie LCD. Et en opposition à cela, évidemment, la technologie LCD qui, elle aussi, évolue avec du mini LED qui se veut toujours plus précis, la multiplication des zones, la multiplication des diodes dans les zones, la meilleure maîtrise de la performance énergétique, de la stabilité, etc. pour réduire tous les phénomènes qu'on regrette sur le LCD, à savoir le blooming, qui lui aussi tente à être maîtrisé. Donc voilà, c'est pas là que je vais refaire encore ce débat. Ce sont des usages, je vous ai donné mon point de vue, et on va basculer tout de suite maintenant sur un autre chapitre. Place désormais à la partie mesure. Comme je le disais en introduction, cette OLED C3 promet une reproduction un peu plus lumineuse. C'est en tout cas le propos du constructeur au regard notamment de la multiplication des zones de découpage de l'image qui passe de 5000 à 20 000 zones. Cela devrait donc essentiellement être visible avec de véritables contenus, mais voyons néanmoins ce qu'il se passe avec les mesures. Ce n'est pas la première fois que cela se produit, mais les résultats en mode filmmaker et en mode cinéma sont assez proches. Depuis quelques générations de produits maintenant, ces deux modes se distinguent surtout par les réglages appliqués au traitement de l'image et de moins en moins sur la colorimétrie. Ainsi, la fidélité des couleurs en mode Rec 709 est excellente dans les deux modes, avec un delta E moyen mesuré à 1,7 en mode cinéma et 1,47 en mode filmmaker. Deux valeurs qui traduisent une calibration aux petits oignons qui s'applique aussi en version HDR, avec cette fois-ci des delta E moyens de 2 en mode cinéma et 1,89 en mode filmmaker sous l'espace colorimétrique DCI-P3. Dans ces deux modes aussi, la calibration du point blanc affiche toujours cette teinte rosée qu'on connaît bien sur la technologie de panneau White OLED. Cela se concrétise à l'œil de la sonde par une présence un peu trop forte du rouge. D'abord dans la mesure d'un blanc à 100% et 30%, on voit que le rouge domine, mais aussi par la mesure de la température des couleurs qui se place à 6360K en mode cinéma et 6332 en mode filmmaker. Dans les deux cas, la mesure de l'échelle de gris est excellente avec un delta E de 1,9 et 1,5 sous ces modes. Rien à signaler concernant la couverture des espaces colorimétriques, ou plutôt si, rien ne change par rapport à un C2 par exemple. Ainsi, le C3 couvre près de 100% de l'espace colorimétrique Rec 709 et talonne 98% en DCI-P3 et 70% en BT2020. Abordons désormais la luminosité qui progresse à condition, entre guillemets, de stresser un peu la dalle. Sur la mire conventionnelle, dont la taille augmente de 1 à 100%, j'ai pu relever une luminosité en pic à 10% d'environ 840 nits, contre, rappelons-le, 800 nits pour le C2 sous ces mêmes conditions. Toutefois, dans ma procédure de test, j'aime à vérifier comment se comporte le limiteur et à quel moment il intervient. Sur le C3, il est un peu plus permissif avec le panneau que sur le C2. Ainsi, en laissant la mesure en continu s'effectuer sur la mire à 10%, j'ai pu relever un pic de 870 nits en mode cinéma et 865 nits en mode filmmaker avant l'intervention du limiteur, là où le C2 coupait à 835 nits.
Dernière mesure sur le sujet de la luminosité, vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne, je procède également à des relevés selon 35 points avec une mire à damier qui alterne du noir au blanc sur ce modèle 65 pouces, ce qui me permet de sortir un petit peu du cadre et de projeter une utilisation où tout le panneau n'est pas allumé. Celle-ci me permet alors de voir comment se comporte la dalle avec des zones allumées et des zones éteintes. Dans ce cas, je le rappelle, j'avais mesuré 194 nits pour le C2, 221 nits pour le G2 et c'est désormais 208 nits de relevé pour le C3. Là encore, le gain n'est pas énorme, mais cela progresse légèrement. Enfin, j'ai pu mesurer un input lag de 12,9 millisecondes en 1080p à 60 Hz et même 9,3 millisecondes une fois l'option renforçateur activée. Et avant de passer à la suite des tests en mode jeu, justement, sachez que je n'ai procédé à aucune mesure avec le mode Chroma Subsampling 444 activé, car le passage en 16 bits, sur cette dalle 10 bits par ailleurs, désactive beaucoup d'options de traitement de l'image. Enfin, au cours de mes plus de 15 jours de tests, j'ai pu mesurer des consommations électriques qui varient entre 60 et 90 watts en fonction des contenus visionnés. On va s'intéresser à la partie gaming, mais on va tout de suite basculer sur la console qui est branchée, ma Xbox Series X, elle est juste là en HDMI 2.1, avec un point qui est un des avantages aussi de ce HDMI 2.1, qui est le fameux QMS, le fameux Quick Media Switching. Lorsque l'on passait d'un signal comme celui-ci, en l'occurrence un signal TNT, qui n'est pas du 120 Hz à un signal VRR 120 Hz, etc., on avait toujours un switch vers un écran noir entre les deux. Et là, eh bien regardez, hop, vous le voyez, c'est un switch qui est beaucoup plus instantané. Voilà, regardez, hop, Live TV, boum, je bascule du tuner TNT vers une source HDMI et ça va vraiment beaucoup plus vite. On peut essayer d'ailleurs de faire aussi le switch, cette fois-ci, vers une lecture de fichiers multimédia. Donc je vais aller une nouvelle fois chercher la boucle du labo de Jay. Hop, non, je ne veux pas supprimer, je veux que tu lises. Voilà, donc je vais mettre la lecture, on va revenir un petit peu là-dessus. Et on va tenter tout simplement de basculer vers la console pour voir, hop, tac. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide. Alors là, on a basculé d'une source TNT vers HDMI, d'une prise USB vers de l'HDMI, mais on n'a pas ce problème de fréquence d'image de la dalle qui doit intervenir et qui crée cet écran noir. Sur la partie gaming, là aussi, encore une fois, c'est somptueux avec des titres qui sont adaptés à cela, avec des titres qui sont plutôt lumineux, etc. Là, en l'occurrence, ici, avec Forza, voilà, quand on est dans un décor comme celui-ci, bah quand même, voilà, ça paye. On est quand même sur un truc où on se dit, ouais, bon bah ok, c'est quand même très très joli. Alors, on a toujours le mode optimiseur de jeu qui s'active de manière automatique avec cette fameuse Game Bar. Game Bar qui, elle, eh bien, cette année, peut être personnalisée. J'en avais déjà parlé un petit peu dans la précédente vidéo. En fait, la Game Bar peut être personnalisée cette fois-ci en décidant ce que vous allez avoir, enfin ce que vous souhaitez avoir dans ce bandeau qui va s'afficher à l'écran. Je vais là, je lui dis, bah ça, soit tu me le supprimes et tu m'intègres ici le décalage dans le mode. Ici, si je ne veux pas avoir la fréquence de rafraîchissement affichée, bah, je peux soit choisir de la déplacer, soit choisir de la supprimer. Je vais dire bah, plutôt mets-moi ici le mode Dolby Vision HDR. Donc c'est peut-être plus intéressant ici, par exemple, de se dire bon bah hop, là tu m'affiches le mode FreeSync Premium pour être sûr qu'il est bien activé. Ici, la partie décalage, bon bah je m'en fiche. Donc je vais plutôt choisir d'afficher ici le nombre de FPS par seconde. Voilà. Et donc évidemment, vous avez ça. Là, j'enregistre. Je retrouve aussi d'autres réglages dont j'avais déjà parlé au moment du test du C2 ou du G2, peut-être même les deux, avec cette partie inférieure de la barre de son. Et ici, ce fameux mode pièce sombre. Si vous jouez à des jeux très lumineux dans la pénombre, eh bien, ça peut vous fatiguer les yeux. Et donc, vous pouvez choisir d'avoir un mode pièce sombre. Donc là, par exemple, je vous le dis, le téléviseur, il est à 166 watts, 167 watts exactement. Voilà, je ne sais pas si on va le voir. Si la caméra va réussir à faire la mise au point. Bon, bref, sinon, croyez-moi sur parole, je suis en temps réel là à 167 watts. Et donc, si j'active le LV1, donc le niveau 1, eh bien, la luminosité baisse et la consommation baisse de manière significative puisqu'elle est passée à 137 watts. Et j'ai ensuite un niveau 2, vous voyez comment la dalle est en train de s'éteindre sérieusement. Et cette fois-ci, j'ai encore perdu 30 watts et je suis à 107 watts. Donc ça, eh bien, c'est des petites options qui sont là à la fois
pour un petit peu moins solliciter la dalle et surtout vous apporter un petit peu plus de confort aussi, les différents modes de jeu, FPS, RPG, RTS, Sport, ce sont des modes que l'on va pouvoir retrouver évidemment lorsque l'on va venir cliquer sur cette partie optimiseur de jeu où là on bascule sur le détail de toutes les options et toutes les options que l'on va pouvoir ici configurer, paramétrer, activer, désactiver, que ce soit pour la partie image, donc qui est aussi ici, voilà, le choix du genre de jeu et les genres de jeu justement, on va retrouver standard, FPS, RPG, RTS, sport, et à cela, à chaque fois, on va avoir la possibilité, si on le souhaite, évidemment, de renforcer certains des détails, etc. Bon, tout ça, c'est des options dont on s'est déjà parlé. La partie audio également. Et hop, on va revenir alors très rapidement sur, encore une fois, cette Game Bar qui propose ici, en plus, une fonctionnalité multi-écran. Et on pourrait se dire, bon, je vais avoir l'image de ma console là, et puis une vidéo YouTube pour regarder, pourquoi pas, un tuto de LED, ou alors je suis en train de jouer à ma console, et puis je veux surveiller un programme TNT pour savoir quand est-ce que je vais basculer, parce que c'est un programme que j'ai envie de suivre. Sauf que là, sur ma console qui est 120 Hz, regardez, si je veux ajouter le HDMI 2 points, il me dit le contenu n'est pas pris en charge. Et donc du coup, je ne peux pas ajouter l'affichage, la preview de ma console. Par contre, je vais pouvoir afficher, si je le souhaite, ici, voilà, mon live TV. Et ensuite, de ce côté-là, il va me proposer de choisir autre chose. Et là, hop, je peux retourner là-haut et choisir ce que je veux. Bon, soit si j'ai branché une webcam parce que c'est compatible avec la prise USB, si je veux avoir, par exemple, échangé dans la partie Google Duo, par exemple. Et ici, je vais lui dire, voilà, mets-moi une page d'accueil YouTube et je vais pouvoir comme ça aller consulter du contenu. Donc ça permet pas de tout faire, cette fonctionnalité multiview. Je trouve que le multiview chez Samsung est quand même plus efficace. Bon, c'était une petite aparté par rapport à cette utilisation jeu vidéo qui vraiment, sans surprise, est bonne parce qu'on a le FreeSync Premium, le G-Sync. Sauf que, encore une fois, même si je n'ai pas constaté de problème de rafraîchissement de l'image, etc., sur du 120 Hz, encore une fois, j'ai joué à Cyberpunk et quand c'est sombre, on n'y voit rien. Voilà, pour ma part, je le dis, on n'y voit rien. Cyberpunk, c'est vraiment, en 2077, c'est vraiment une ambiance bien particulière. Mais encore une fois, c'est pas la meilleure des reproductions. Et en plus, cette année, sur l'aspect jeu vidéo, alors j'embraye un petit peu sur la partie ergonomie logicielle, là encore une fois, on a ces fameux Quick Cards dont je vous ai déjà parlé sur les fonctionnalités de WebOS 23. Là encore, je trouve que c'est un peu moins bien fait que chez Samsung avec son univers jeu vidéo justement, son fameux menu jeu vidéo, mais on va retrouver ici les différents services, donc GeForce Now, Utomic, Blacknut, YouTube et Twitch. Il n'y a pas le Game Pass de Microsoft, là ici c'est bel et bien la console qui est branchée, et le GeForce Now, je l'ai utilisé et ça fonctionne plutôt bien. On peut aller jusqu'à du 3840 par 2160 pixels en fonction de son abonnement à 60 Hz, et on va comme ça donc retrouver l'accès direct à ces jeux. Et ça, le GeForce Now, c'est quand même pas mal parce que du coup, ça transforme n'importe quel téléviseur en PC doté, là encore, en fonction de votre abonnement, d'une puissance équivalente à une 4070, c'est ce que j'ai moi, et c'est vraiment, ça fonctionne bien parce qu'évidemment, on a 3 prises USB aussi derrière le téléviseur qui vont vous permettre, si vous le souhaitez, de brancher clavier, souris, etc. et de jouer avec ce service, et c'est plutôt très cool. Encore une fois, une bonne performance pour la partie gaming, conditionnée aux capacités techniques de la dalle, qui sont là encore liées à la restitution dans les zones sombres de l'image. Et on va maintenant embrayer avec la partie ergonomie logicielle, et je vais aller très vite parce que j'en ai déjà pas mal parlé dans la vidéo qui était dédiée à cela. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est fluide, j'ai rien à reprocher au système d'exploitation sur ce sujet-là, mais on va avoir effectivement les petites choses qui, moi, m'agacent. Alors je ne vais pas en refaire toute une tirade, à savoir que, vous le voyez, on a à peu près 50% de l'image qui est aussi ici occupée par un bandeau. Alors j'ai choisi de laisser l'affichage par défaut, qui est ici une publicité pour LG, mais on a la moitié de l'image qui est occupée par ce bandeau publicitaire.
et on a pu la possibilité, comme on le faisait par le passé, lorsqu'on se déplace ici dans les petites icônes hein, de nos applications, Netflix, Disney+, etc., eh bien d'avoir un accès direct au contenu que l'on avait déjà commencé à visionner. Il faut ouvrir les comptes, retourner à l'intérieur de son compte pour commencer à reprendre la lecture de ces contenus, et je trouve ça toujours dommage. Là, je suis toujours sur la home, hein. J'ai en streaming, j'ai YouTube, Apple TV, LG Channels et Rakuten TV. Encore une fois, je n'ai pas configuré de compte Apple TV. Les LG Channels, elles sont configurées par défaut. Le Rakuten TV, je n'ai pas de compte non plus et je n'ai pas même ouvert une seule fois l'application. Donc vous voyez qu'on est tout de même toujours dans cette logique de je te pousse du contenu, c'est moi qui décide grosso modo ce que tu vas regarder, ou en tout cas ce que je te suggère de regarder, avec en plus ici les tendances actuelles et ce gros bandeau de pub. Ce qui change, donc je le disais, ce sont les fameux quick cards, les fameuses quick cards avec les entrées jeux, l'entrée tableau de bord maison qui va vous ramener vers les différentes fonctionnalités de WebOS notamment, l'accès ici aux différentes sources, etc. La possibilité aussi de piloter vos appareils domotiques, et ça franchement c'est plutôt pas mal. Vous irez voir l'autre vidéo aussi parce que là je n'ai rien associé de particulier. Et en fait on a quand même une mise en avant cette année de l'IoT, puisque le téléviseur est en plus compatible Matter nativement. Eh bien on a une mise en avant du contrôle par exemple de ces lumières connectées, où on va retrouver directement dans la télé la possibilité d'allumer ou d'éteindre le téléviseur, mais aussi la possibilité de changer l'intensité lumineuse, changer la couleur, avec une interface qui est plutôt quand même très bien réussie. Donc, en tout cas, qui est ergonomiquement et plutôt bien faite. Donc, c'est des choses qui ont du sens, en tout cas dans l'évolution et dans l'utilisation. On a ensuite une Quick Card musique qui va vous permettre d'accéder à différents services de streaming, la lecture, donc soit en Bluetooth aussi, évidemment, si jamais vous avez connecté un smartphone. Si jamais vous avez connecté une clé USB, c'est là aussi que ça va se retrouver. Ensuite, on a Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Napster et Tidal, et avec ici encore une fois différentes suggestions de contenu, voilà, des chants de Noël, énergie, musique relaxante, etc. Donc ce sont des entrées mais qui présentent évidemment l'intérêt d'être quand même assez rapide d'accès et assez rapide aussi à quitter. La partie télétravail et une partie sport, encore une fois, si jamais vous avez configuré votre équipe favorite, vous allez pouvoir recevoir notamment des notifications aussi. Par exemple, vous êtes fan d'une équipe de foot, elle vient de marquer un but, vous êtes en train de regarder un autre programme, vous allez recevoir un message push. On a ensuite cette quick card télétravail qui sous réserve de mettre votre compte Google par exemple, va vous permettre d'accéder, comme on le voit ici, aux fonctionnalités de Google Calendar. Alors ça fonctionne avec une souris, puisqu'on a quand même 3 ports USB de disponibles à l'arrière du téléviseur. Donc voilà, ça marche. J'ai branché une souris ici sans fil. Calendar, Gmail, Drive, Keep, Doc. On a ensuite ici Microsoft 365, Facebook Messenger par exemple, les fonctionnalités Google Chrome Remote Desktop, ou la possibilité d'accéder à un PC distant si jamais vous avez une machine qui tourne sur Windows 10 Pro et plus, donc voilà, ce qui va vous permettre, en renseignant vos identifiants, etc., d'accéder au contrôle à distance de votre ordinateur directement depuis ce téléviseur, qui m'emmène désormais au nouveau menu. Mais là aussi, je vous en ai déjà un petit peu parlé dans la précédente vidéo, vous l'avez vu, ici on accède désormais directement à une interface rapide qui nous informe sur le mode d'image sélectionné et ses différents réglages. Voilà, le mode du son, lui, il est en mode Wow Orchestra, puisque j'ai une barre de son compatible qui est ici connectée. Voilà, donc c'est vraiment une petite évolution esthétique. Je vais pouvoir d'ailleurs personnaliser le choix des petites briques que je vais souhaiter intégrer, les déplacer, les supprimer, etc. Je vais quitter ce mode de personnalisation, et sachez que lorsque l'on clique sur l'un des modes qui est affiché, à nouveau, j'ai ici la possibilité de changer directement, avec l'impact que cela a directement sur l'image. Voilà, hop, je vais me remettre en mode cinéma, voilà, et la possibilité ensuite d'accéder aux paramètres avancés pour configurer les réglages luminosité, couleur, clarté, etc. Des petites améliorations qui effectivement confortent un petit peu l'expérience utilisateur, mais qui ne sont pas appliquées au modèle de 2022, et j'avais déjà un petit peu tapé là-dessus. Pas de rétrocompatibilité, et c'est franchement dommage. Alors avant de conclure la vidéo, je vous l'ai dit au début, j'ai effectivement la barre de son qui est dédiée à ce téléviseur, la fameuse SC9S, qui est une barre de son
Compatible Dolby Atmos 3.1.3, DTS:X, etc. Et donc ça permet effectivement de retrouver des pistes DTS, de la reproduction aussi Dolby Atmos pour les services de streaming, et c'est une barre qui est quand même assez efficace. Évidemment, c'est autre chose que le système audio, même s'il est tout à fait convenable pour une série C, hein, avec la finesse du téléviseur, etc. Cette série C, eh bien, fait quelque part, fait la blague, entre guillemets, hein. La puissance audio, je vous l'avais affiché, mais c'était 40 watts, 2 fois 10 watts pour les haut-parleurs et puis un caisson de basse de 20 watts, mais effectivement, lorsque l'on active la barre de son, c'est quand même autre chose. Et cette année, on a donc cette technologie Wow Orchestra qui concurrence évidemment d'une certaine manière la technologie Q-Symphony de Samsung, puisqu'il est possible de coupler le son du téléviseur au son de la barre de son. Les deux travaillent un petit peu de pair, et en plus, eh bien, on a cette diffusion du son qui est donc grandement amélioré. Donc ça tombe bien, on arrive exactement au bon moment, le son de la bête, pour essayer de se faire une petite idée quand même de ce que ça vaut. Encore une fois, à travers de la caméra, je suis pas spécialement friand de la chose, de l'exercice, mais voilà, la barre de son est là, donc ça s'impose. Le son du téléviseur d'abord, qui n'est pas ridicule, hein. Forcément, ça manque un petit peu de quelque chose. Donc là, eh bien, hop, paramètres. Et on va aller changer de source. Là, j'étais sur haut-parleur TV. Évidemment que j'ai toutes les sorties qui sont disponibles. Ici, le temps que ça bascule, Dolby Vision, Dolby Atmos via la barre de son et via cette prise HDMI iARC donc. Son de basse est beaucoup plus présent. Évidemment que lorsque effectivement les mouvements de caméra tournent autour de la Mustang, eh bien qu'il se passe quelque chose. Et on va maintenant basculer sur alors là le caisson de basse fait une énorme différence, hein, c'est évident. Et on va maintenant basculer sur la partie Wow Orchestra, et ensuite je vais faire quelques petits changements comme ça à temps réel. Célia avait quelques problèmes avec les principes philosophiques de Visualise. Elle s'interrogeait beaucoup, elle avait des doutes, elle a peut-être voulu en discuter avec des amis ou avec une personne extérieure à l'église. Quelqu'un m'a parlé d'une amie de Célia qui était membre mais qui est partie. Lucy Joel. Vous êtes sûr que personne ne vous a suivi jusque chez moi? Non, Lucy, personne. Pas folle, vous savez. J'ai été suivie plusieurs fois et menacée. Chez Visualise, on n'apprécie pas que l'oiseau quitte le nid. Toutes les semaines, chaque membre s'installe devant une caméra et étale toutes les mauvaises choses qu'il a faites. Je dis bien toutes.
Ça s'appelle la ventilation. On dévoile ses vices. C'est censé vous purifier. Après, on se sent bien. Bon voilà, sans surprise, avec la barre de son, ça n'a naturellement rien à voir sur la reproduction audio. Je ne vais pas entrer plus en détail. Je vais vous mettre dans la description, si vous le souhaitez, eh bien, le test vers le site Frandroid, le test qui a été fait, parce que moi, c'est ce qui me manque, d'avoir la possibilité de réaliser des mesures, etc. Et en attendant que je trouve quelqu'un qui accepte de s'associer avec moi sur cette partie-là, je ne rentrerai pas plus en détail sur le test de la barre de son. Ce qui est sûr, ce que je peux vous dire, c'est que si c'est mieux, j'ai pas trouvé ça parfait pour autant. Il y a certes les voix qui sont effectivement un petit peu plus présentes. Il y a certes un caisson de basse qui apporte évidemment de la consistance au son, de la chaleur, etc. C'est un système qui est plutôt bien équilibré, mais c'est un système qui est quand même vendu pas loin de 1000 €. Et moi, c'est pas ce que j'achèterais. Même s'il est vrai que là, dans cette configuration-là, avec l'intégration, le pied qui est dédié, on a un ensemble qui va bien, la hauteur qui est bien respectée par rapport au pied central, etc. Clairement, à 1000 €, j'ai testé sur la chaîne la 990B de Samsung. Cette année, on a une 990C, mais qui est elle plus chère. Et la 990B, vous la retrouvez peu ou prou à 1000 €, sauf que vous avez un système qui, pour moi, est incomparablement meilleur, clairement, que ce soit déjà sur les performances même de la barre de son, je la trouve meilleure, et surtout on a en plus des satellites arrière, sachant qu'il y a beaucoup plus de voix sur le modèle de chez Samsung. Donc pour moi, SC9S, ok, très bien, c'est un produit qui est bien fini, voilà, qui est un peu qualitatif, mais c'est pas ce que j'achèterais. Voilà, clairement, pas à ce tarif-là en tout cas, même si ça convient très très bien et si c'est ergonomiquement très adapté à ce C3 comme au C2 d'ailleurs. Le moment est venu de conclure sur ce test du LG OLED C3 dans sa version 65 pouces. Faut-il l'acheter? La réponse vous revient, selon moi, le gap technologique par rapport à un C2 est quand même très très réduit. En fait, c'est un petit peu l'ensemble qui peut-être va vous faire craquer à une condition quand même qui n'est pas négligeable parce que vous l'avez vu, le petit gain de luminosité n'est pas dingue, la calibration de la dalle est quasi strictement identique par rapport à un C2, mais peut-être que dans l'ensemble, il y a bel et bien une petite luminosité supérieure avec cet Alpha 9 Gen 6 qui a plus de zones de gestion, etc. Donc peut-être qu'il se passe bel et bien quelque chose, j'ai pas de C2 juste à côté de moi pour le comparer, et donc quand je dis qu'il y a un ensemble peut-être qui va vous faire craquer, c'est peut-être la WebOS 23 qui débarque, qui du coup va vous intéresser aussi, et c'est là que moi encore une fois, alors certes, je vais inscrire les points positifs et les points négatifs. WebOS 23 en fait partie parce que ça s'améliore, même s'il y a toujours de la pub, etc. On a les Quick Cards qui débarquent, c'est toujours aussi fluide, ça s'allume vite. On a toujours cette fonctionnalité de réveil rapide, le Always On, qui permet en plus de solliciter l'assistant vocal pour lui demander la météo sans allumer l'écran. Bon, il y a plein de petites choses. La configuration depuis le smartphone pour la première installation qui se passe bien. Bon, vous le voyez, il y a plein de petites choses qui sont dans le dur. Le 48 Gigabits, 4 prises HDMI 2 points, le DTS qui peut être passé, l'intégration de la barre de son si on est prêt à payer 1000 €, encore une fois, c'est pas ce que je vous recommande. Bon, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment un ensemble à considérer parce que on n'est pas sur une grosse évolution, c'est une petite évolution du C2, voilà, on fait un petit peu mieux, on met un nouveau pros, etc., avec les avantages, les forces, les faiblesses, etc., mais on n'est pas sur la révolution, entre guillemets, du G3, on voit bien que tous les efforts technologiques ont été consacrés à ce modèle avec le MLA parce qu'il fallait réagir, parce que il y a Samsung qui débarque avec son QD OLED qui a fait quand même une belle année l'année dernière et qui vous dit les petits gars, nous on arrive avec un truc qui pousse fort, donc forcément ça a invité LG Display aussi à peut-être accélérer d'une certaine manière, j'en ai déjà parlé, mais peut-être à accélérer certains développements technologiques avec ce MLA, mais ils n'ont pas dit leur dernier mot, on sait qu'il y a d'autres choses encore dans les tuyaux, dans les cartons, voilà, donc pas une grosse révolution, ce C3, une petite évolution, et ce qui va donc définir cet ensemble, à opposer quand même, attention, les tarifs quoi. Les tarifs 2099 pour le 55 pouces, là où un C2 aujourd'hui, c'est environ 1500 €. Donc pour un téléviseur qui est quand même grosso modo pas foncièrement extrêmement différent, pesez le pour et le contre. Si vous voulez aller vers du C3 parce que vous dites ok, le processeur il est plus récent, WebOS 23, etc. Ok, c'est vrai que le pros il travaille très très bien. Est-ce qu'il travaille vraiment franchement mieux? Incapable de vous le dire sans avoir les deux en même temps. Franchement, le C2 déjà, c'était bon, c'était agréable.
Là, je pense quand même qu'il y a un petit truc qui peut s'opérer au niveau de la luminosité, qu'il peut y avoir une gestion un peu meilleure. On est quand même sur un traitement vidéo qui m'a beaucoup plu, hein, ça fait partie aussi des points positifs. On sent quand même que chez LG, ça rattrape, mine de rien, les historiques, les japonais. Hein, voilà, faut voir, il faudrait multiplier comme ça les heures et les heures de contenu, mais on n'est plus sur quelque chose de complètement criard comme pouvait nous le faire la marque, avec des choses extrêmement exagérées. Donc voilà, beaucoup d'options, un WebOS qui ne sera pas disponible sur les précédentes générations, et des contraintes techniques qui, encore une fois, dans les zones sombres, ça manque un peu de quelque chose. Voilà. Vous savez tout, n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé dans la partie commentaires, hein, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à réagir, si cette vidéo vous a plu, eh bien vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien, qui motive, qui aide aussi au bon référencement de cette vidéo. Vous retrouverez une multitude de liens dans la partie description et notamment des liens d'affiliation si vous le souhaitez. Je vous mettrai le C3 et le C2, comme ça, si jamais vous optez pour l'un ou pour l'autre que j'ai déjà testé, eh bien ça permettra toujours de m'aider et de m'aider à continuer à travailler sur cette chaîne, évidemment. Voilà, donc vous retrouvez aussi juste à côté de moi les liens vers les réseaux sociaux qui s'affichent et dans la description, le lien vers notre groupe de discussion Discord. Hein. C'est vrai que je l'évoque régulièrement, c'est là que j'entretiens beaucoup d'échanges avec vous. Parfois sur des micro-détails, mais j'espère trouver des formats courts qui vont me permettre aussi de m'adresser au plus grand nombre d'entre vous, y compris en vidéo, avec des formats qui vont bien. Voilà. N'hésitez pas, donc dites-moi ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire, je vais y arriver, ça devient dur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, ciao. J'espère bientôt le test du G3. Allez LG, il faut l'envoyer. Puis il y a du Sony qui arrive, il y a du Samsung, ça va être bien. Allez, à bientôt.